Radiogie. Chers auditeurs, chères auditrices, donc aujourd'hui nous allons parler d'histoire et notamment d'histoire de France avec un historien qui est également journaliste au Figaro, rédacteur en chef en charge de la rubrique et des pages histoire dans le grand quotidien du matin. Bonjour Guillaume Perrault. Bonjour Alexis. Vous êtes également maître de conférences à Sciences Po, vous êtes l'auteur de plusieurs essais, on y reviendra dans le courant de cette conversation, et vous publiez donc cet essai événement aux éditions Timpus, Voyage dans l'histoire de France, 15 grands récits de Louis XIV à nos jours. Alors je dois dire que il est passionnant. Parce qu'il offre une vision un petit peu kaléidoscopique de l'histoire française, mais avec un postulat de départ que nous allons évidemment décliner ensemble. D'abord, vous regrettez, et je sais que vous êtes payé pour le savoir, le déclin de la connaissance de l'histoire est aujourd'hui un fait avéré. De l'école primaire au supérieur, on ne peut plus le contester. On s'est connus il y a fort longtemps, vous et moi, et je sais que vous avez toujours lutté contre cette méconnaissance de l'histoire. Et vous ajoutez, dans cette préface que vous avez faite, qui est inédite, l'obsession du regard critique, la peur de paraître naïf, la hantise d'être accusé d'idéaliser le passé, conduisent à taire ou à n'évoquer qu'avec d'infinies réticences tout ce qui peut sembler digne d'être aimé, voire glorieux dans l'histoire nationale. Autrement dit, domine une vision pénitentielle, on se verse des cendres sur la tête en permanence, au lieu de consacrer la grandeur de l'histoire française. C'est un peu ça, je traduis bien votre pensée? Je dirais que ce qui domine, c'est une vision honteuse de l'histoire de France. Vous allez jusque-là, Guillaume Perrault. C'est un peu moins fort que pénitentiel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de volonté de pénitence, mais il y a une inhibition, et effectivement, dans l'air du temps, consiste à ne rien jamais porter au crédit de la France dans son histoire. Et or, il y a bien des moments où on est obligé de constater des faits qui sont plutôt à l'honneur de l'histoire de France. Eh bien, je constate une volonté de les déprécier. Alors, vous êtes historien et politologue de formation, vous êtes passé par Sciences Po, vous y enseignez d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui est grand dans l'histoire de France? Si on commence comme ça par une question d'ordre générique, Guillaume Perrault, ce matin. Oh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me paraissent plutôt à l'honneur de la France. D'abord, il y a eu un universalisme catholique à l'époque de la monarchie, auquel a succédé un universalisme républicain au XIXe siècle. Il y a eu, par exemple, l'émancipation des Juifs qui avait été commencée sous Louis XVI et qui a été accomplie par la Révolution française et achevée avec des méthodes autoritaires par Napoléon Ier. Ça a fait de la France un cas tout à fait singulier dans l'Europe au début du XIXe siècle. Alors, est-ce qu'on peut dire, puisque là, vous évoquez cette question des Juifs, vous avez raison, nous sommes sur Radio J, ensemble dans Affaires publiques ce matin, vous êtes historien, vous êtes rédacteur en chef au Figaro, Guillaume Perrault, et vous arrivez avec un livre passionnant. On va évoquer dans un instant, d'ailleurs, votre interprétation de l'antisémitisme, entre guillemets, progressiste, celui de Jules Guesde et compagnie, ça va passionner nos auditeurs. Mais justement, puisque vous avez collé les Juifs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre singularité de notre nation? C'est qu'en fait, il y a depuis fort longtemps, et vous avez raison de citer la monarchie, il y a eu au fond des affinités plus étroites qu'on ne l'imagine aujourd'hui dans le contemporain entre le christianisme et le judaïsme dans la longue durée de l'histoire française. On pense notamment au nom de Rachid, par exemple, au XIe siècle. Oui, alors, il y a bien sûr il y avait un vieil anti-judaïsme chrétien qui était très présent dans la société française pendant des siècles. Il est résiduel, comme le dit le ministre de l'Intérieur? Il me semble tout à fait résiduel, tout à fait marginal aujourd'hui. Ah oui, depuis bien des décennies. En revanche, ce qui est vrai, et c'est moins connu en effet, c'est que des gens qu'on n'attendrait pas sur cette question ont eu des positions tout à fait bienveillantes, déférentes, pleines d'estime. Je pense Bossuet, Racine, par le choix de ces tragédies à sujet biblique, Esther et Athalie, à la fin de sa vie d'écrivain, eh bien, ont marqué une sorte de déférence, ou en tout cas de considération, je crois que c'est le mot qui convient, pour l'Ancien Testament, pour les Juifs, pour la Bible en général, et pas uniquement pour les évangiles. Absolument. Et on reviendra évidemment à cette question quand on va évoquer l'affaire Dreyfus et tout ce qui pivote autour, l'antisémitisme de gauche, et bien sûr la belle figure de Charles Péguy, qui est un trait d'union, on peut dire, entre un catholicisme très mystique et les Juifs. Alors, justement,
votre livre, il est passionnant parce qu'il nous invite à reparcourir des épisodes de l'histoire de France. Je rappelle que vous êtes le rubricard du Figaro, donc vous savez de quoi vous parlez. Voyage dans l'histoire de France, avec le souci, et comme je vous connais depuis fort longtemps, je peux le recommander à nos auditeurs, avec le souci d'une certaine exactitude qui s'est perdue puisqu'on a au fond des idéologies qui s'affrontent. On a Mediapart d'un côté et d'autres titres de presse que je ne cite pas, mais qui, pareil, sont très idéologisés. Pas vous. Merci. Et donc, vous revisitez les guerres de Vendée. Les guerres de Vendée, on peut en penser ce qu'on veut. On ne peut pas nier, en revanche, qu'elles constituent, dans l'histoire des révolutions, un moment charnière de bascule vers une forme d'ensauvagement, de barbarie absolument radicale, qui, pour certains historiens d'ailleurs, anticipe sur ce que seront les grandes terreurs communistes du XXe siècle. Alors, on apprend des choses. Vous posez la question, a-t-on tanné des peaux humaines ? Ou s'agit-il d'une légende postérieure ? Si l'on en croit 4 témoignages concordants figurant aux archives, écrivez-vous Guillaume Perrault, le fait est isolé mais véridique. Au Pont de C, donc une localité de la Vendée, près d'Angers, un officier de santé aurait fait écorcher une trentaine de fusillés et en aurait envoyé la peau chez des tanneurs. Alors, question très simple. Dans la gauche française, encore aujourd'hui d'ailleurs, on tend à minorer ce que furent les massacres contre les Vendéens. Je rappelle, vous le rappelez, détruisez la Vendée, Barère, 1er octobre 1793. Est-ce que votre livre souhaite contribuer à combattre, à contrebattre cette minoration persistante ? Oui, tout à fait. Je souhaite en effet combattre cette minoration que vous évoquez. Si vous voulez, il faut bien distinguer 2 choses. Il y a les guerres de Vendée au sens strict, qui est une guerre civile. Et effectivement, elle est l'objet, elle est le théâtre d'une extrême violence, mais ce n'est pas la première fois. Les guerres de religion au XVIe siècle avaient été extrêmement violentes. La singularité vendéenne, elle tient à quoi ? C'est que la guerre civile s'achève en décembre 1793. Oui. La Convention reprend le contrôle de ce qu'on a appelé la Vendée militaire. C'est bien plus large que la Vendée de département. Rappelez peut-être justement, Guillaume Perrault, pour nos auditeurs ce matin du Radio J, la Vendée militaire, ça va en gros d'Angers à Nantes quasiment, non ? Oui, mais ça comprend une grande partie du Maine-et-Loire actuel, par exemple. Donc c'est beaucoup plus large. La région... Cholet en fait partie, par exemple. Voilà. C'est même un des épicentres, et donc de l'insurrection. Donc le territoire qui échappe quelques mois à l'autorité de la Convention, il est bien plus large que le département actuel de la Vendée. Tout à fait, absolument. Et ce qui est important, c'est qu'en décembre 1993, après donc des violences extrêmes, y compris contre les civils, la Convention reprend le contrôle. Bon, donc la guerre civile est terminée. Les guerres de Vendée au sens strict, elles sont terminées. Mais après, il y a un autre épisode qui commence, qui sont les colonnes infernales de Turreau. Voilà. Et ça, c'est d'une toute autre nature, parce que ce sont des violences à froid, si vous voulez. Et qui évoquent pour beaucoup d'historiens, vous citez notamment, évidemment, la thèse de Reynald Séché, qui a marqué, il y a une quarantaine d'années, un tournant historiographique. C'est un tournant vers une logique exterminatrice, c'est-à-dire proprement moderne. Oui, alors... lui employait le terme de génocide, ce qui a provoqué une tempête. François Furet lui-même avait contesté, avait critiqué l'emploi de ce mot. Mais si vous voulez, c'est un abcès de fixation, le mot génocide. Moi, je ne le reprends pas à mon compte. Tout à fait. Mais en revanche, j'essaie de rester clinique et factuel et descriptif. Tout à fait. Il y a eu entreprise d'extermination d'une population. Ça, c'est factuel. Tout à fait. Et ça me semble absolument incontestable. Les faits sont accablants. Or, la controverse sur le mot et le concept de génocide, que beaucoup jugent anachronique, ont pour les partisans du déni l'avantage de permettre de ne pas parler des faits eux-mêmes. Tout à fait. Et ce qui compte, c'est l'examen des faits. Le général Turreau, avec l'assentiment soit explicite, soit implicite du Comité de salut public, à partir du 21 janvier 1794, il entreprend une entreprise d'extermination de la population civile. Alors, vous rappelez justement, Guillaume Perrault, c'est passionnant, il faut vous lire. Donc, je rappelle Les Voyages dans l'histoire de France, 15 grands récits aux éditions Tempus. Donc, Tempus, c'est Perrin, bien sûr. Vous rappelez que Alexandre Solzhenitsyn, il s'est rendu à Luc-sur-Boulogne, c'est en Vendée, le 25 septembre 93.
pour l'inauguration du mémorial de la Vendée, donc à l'invitation du président du Conseil général d'alors, Philippe de Villiers. Et donc Solzhenitsyn a rendu hommage aux victimes des colonnes infernales, livrant une méditation de haute tenue sur la nature exacte de cette extermination. Alors Solzhenitsyn, c'est pas n'importe qui. Non. Pourquoi ça a fait tilt, pardonnez-moi l'expression vulgaire, dans sa tête? Pourquoi ce qui est appelé par certains ce génocide, ou en tout cas cette extermination de masse des Vendéens insurrectionnels, a tellement intéressé le pape de la dissidence soviétique? Parce que Solzhenitsyn s'est beaucoup intéressé aux résistances des populations rurales russes contre le pouvoir bolchevique. Et il essaie de trouver des précédents. Et évidemment, il en trouve un parce que la Vendée, dans le drame vendéen, parce que la Vendée, c'est une insurrection paysanne qui a un moteur qui est la foi catholique, mais il y a aussi des motifs sociaux. C'est une révolte contre les nouveaux maîtres qui ont pris les biens nationaux et tiennent le haut du pavé. Et finalement, c'est un nouvel ordre imposé par la bourgeoisie, pour être très schématique. Si Absolument. Vous voulez. Et ça, évidemment, pour la Convention, c'est inadmissible, parce que ça contredit leur récit officiel qui est la révolution émancipe le peuple. D'où aussi le côté implacable de la répression, et c'est cette logique qui intéresse Solzhenitsyn. Alors, les lecteurs du Figaro connaissent votre côté justement intempestif, sinon même politiquement incorrect. En tout cas, il y a des chapitres qui vont totalement à l'encontre, on ne pourra pas les évoquer tous, malheureusement, ces voyages dans l'histoire de France sont foisonnants, mais qui vont à l'encontre des doxas. Alors, il y a une doxa sur laquelle j'ai beaucoup travaillé personnellement, vous vous en souvenez, on était ensemble au Figaro d'ailleurs à l'époque. C'est une doxa qui a la vie dure quand même encore aujourd'hui, qui consiste à minorer l'importance de l'antisémitisme à gauche avant l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, on se souvient que Lionel Jospin lui-même, qui est un homme estimable, avait gravé dans le marbre en quelque sorte cette doxa, dans l'idée qu'au fond, jusqu'à l'affaire Dreyfus, en gros, la gauche est pour les juifs, la droite est contre les juifs. C'est évidemment plus complexe que cela, comme souvent dans l'histoire. Vous nous introduisez dans ce chapitre important à la complexité de l'histoire et vous montrez que toute une tradition de gauche, qui va en gros de Toussenel à Jules Guesde, était au contraire ardemment judéophobe, pour ne pas employer l'anachronisme du mot antisémite qui n'était pas employé à l'époque. Dans Le Cri du peuple, fondé par l'ancien communard Jules Vallès, qui lui n'était pas antisémite, certes, mais Jules Guesde, grand leader de la gauche, c'était vraiment un grand leader le Mélenchon de l'époque, si l'on veut. Vitupère Rothschild, le mauvais juif de Francfort, je cite, installé depuis près d'un siècle, comme une pieuvre au cœur de la France, dont il aspire le sang par tous les suçons. Alors, si on lisait la phrase comme ça à nos auditeurs, sans dire d'où elle vient, ils diraient, elle vient de Rivarol, elle vient de Minute, elle vient des hitlériens français des années 30. Ah non. Non, pas du tout, oui. Il y en a même des dizaines, et il y en a même de pire encore, parce qu'elles s'en prennent à des personnes, des phrases de cette nature. Quelle est la clé de cet antisémitisme de gauche qui naît au début du 19e siècle? C'est bien sûr la révolution industrielle. C'est qu'il se trouve que l'émancipation des Juifs a coïncidé avec les prémices, en France, de la révolution industrielle. Et s'est imposé un amalgame dans l'esprit d'une grande partie de la population entre capitalistes, banquiers et juifs. Voilà. Ce n'est pas un scoop. Et donc, au 19e siècle, il y a cette idée très puissante que le monde capitaliste en train de s'imposer a un acteur privilégié qui serait les Juifs. Et vous avez y compris des personnes qu'on a l'habitude de classer parmi les personnalités honorables, que ce soit George Sand ou, à plus forte raison, Proudhon, qui ont des propos extrêmement violents à l'égard des Juifs. Alors, vous rappelez aussi, parce que ça c'est très intéressant, que Jean Jaurès, qui a fait le bon choix, mais il a quand même eu un moment d'hésitation. Et donc en 1895, il se rend dans les départements d'Algérie. À l'époque, l'Algérie est divisée en départements, notamment dans le département d'Alger, qui est au centre de l'Algérie. Et là, il y a beaucoup de juifs. Nos auditeurs le savent bien. Et il dénonce, dans des articles de la Dépêche de Toulouse, il dénonce l'agiotage juif qui déstabilise les sociétés musulmanes traditionnelles. Donc on est dans un discours ambigu, si vous voulez, vous voyez. Oui, j'irais même un peu plus loin. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour Jaurès est tout à fait fidèle à cette imagerie
qui fait du juif la figure avancée du monde capitaliste. Voilà, du boursicoteur. Oui, puis il va même plus loin, parce que quand Dreyfus n'est pas condamné à mort en 1894, l'année d'avant, en 1894, dans la dépêche de Toulouse, Jean Jaurès il voit la marque d'une agitation... Ouais, je vous cite. Oui. On a surpris un prodigieux déploiement de la puissance juive pour sauver l'un des siens de la peine capitale. Ça, c'est le 26 décembre 94. Oui. Donc, c'est Jaurès qui dit ça. Voilà, et Jaurès dit ça à peu près 2 mois après la condamnation à la réclusion à perpétuité dans le bagne de Cayenne, donc sur l'île du Diable. Et donc effectivement, on ne peut pas dire qu'au début, il soit pro-Dreyfus. Alors après, il va changer, notamment, vous le racontez parce que vous êtes là aussi un homme honnête, Guillaume Perrault, tout le monde le sait. Il va changer sous l'influence notamment de Lucien R, la grande figure alsacienne de la rue d'Ulm à l'époque, et ce bibliothécaire qui va évidemment recruter, entre guillemets, pour le camp dreyfusard. Absolument, mais si vous me permettez, ce qui me paraît intéressant, c'est que sa conversion, si j'ose dire, au dreyfusisme... Qui est absolument sincère, totale et définitive. Hein. Bien sûr, mais elle est très progressive au cours du premier semestre 1898. Absolument. Car au moment de J'accuse, du fameux texte de Zola dans l'Aurore de Clémenceau, on est en janvier 1898, il est encore très réticent. Il signe un texte des parlementaires socialistes renvoyant dos à dos Dreyfusard et anti-Dreyfusard avec une violence verbale assez incroyable. Et ce n'est que finalement, au printemps et surtout l'été 1888, au moment où, je dois quand même le dire, beaucoup de gens basculent aussi, parce qu'il y a le suicide du colonel Henry en août 98. C'est aussi un tournant. Alors Guillaume Perrault, c'est passionnant. Vous êtes ce matin mon invité, Voyage dans l'histoire de France aux éditions Tempus. Encore un mot sur l'antisémitisme de gauche. On avance, années 30. Dans les années 30, c'est le Parti communiste qui va se faire une spécialité de la violence verbale contre les grands hommes politiques juifs de l'époque. Alors, il y en a 2 principaux, on va dire, outre Jean Zay. Il y a Léon Blum, qui est insulté d'une manière absolument invraisemblable. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le débat public, on n'oserait pas parler comme ça. Et Georges Mandel, auquel Nicolas Sarkozy, en son temps, avait consacré d'ailleurs une très belle biographie. Racontez-nous. Eh bien, en effet, Léon Blum est une cible privilégiée de la culture de l'insulte du PCF de l'époque, qui est stalinien, évidemment. Alors, ça dépend des périodes, puisque les rapports entre communistes et socialistes changent au gré de la conjoncture politique. Comme aujourd'hui, hein. Alors, donc... Si vous voulez, avant 1934, même la République de l'époque est conspuée par le Parti communiste, qui voit une République bourgeoise. Et puis c'est seulement les prémices du Front populaire qui conduit Thorez à un virage stratégique et à un changement de vocabulaire. Ouais. Mais en effet, on décrit Léon Blum comme une espèce de vieille cocotte d'esthète raffinée qui... comment dirais-je ? Trop de bouquins qui seraient... Enfin, il y a des caricatures... Pas assez les mains calleuses de l'ouvrier brechtien. Il y a ça, et il y a même des termes beaucoup plus venimeux, aux arrière-pensées très, très nettes. Alors ça se stoppe brutalement pendant toute la durée du Front populaire. Et puis, en 1939, après le pacte germano-soviétique, les diatribes reprennent dans la presse clandestine de l'appareil du Parti communiste. Et l'autre grande cible, en particulier de la part de Jacques Duclos, c'est Georges Mandel, parce qu'il est ministre de l'Intérieur du gouvernement de Paul Reynaud, et il est en charge de la lutte contre les sabotages dans les usines d'armement, et je peux te dire qu'il y en a eu de la part de quelques militants communistes. Et évidemment, de ce fait, il est une cible du PCF, mais il faut voir en quels termes. Il est attaqué. Il est attaqué sur sa judéité. Absolument. Et donc, c'est absolument décomplexé, comme on dirait aujourd'hui, comme on ne disait pas à l'époque, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'une certaine gauche radicale qui fait encore la leçon aujourd'hui, et qui voit de l'extrême droite, en gros, à partir de Bernard Cazeneuve, devrait, il faut être réaliste, devrait balayer devant sa porte d'abord. Et votre livre, évidemment, y contribue, Voyage dans l'histoire de France. Alors, émeute de 34. J'avoue, je l'ai appris. Je pensais... je ne suis pas, vous voyez, spécialement barricadé dans le politiquement correct, mais je pensais très sincèrement, et je pense que beaucoup de nos auditrices, de nos éditeurs de Radio J ce matin, Guillaume Perrault le pense aussi, que les émeutes du 6 février 34, qui ont ébranlé la République sur son socle, qui ont failli détruire la République, étaient des émeutes de nature fasciste. Et vous dites, non, c'est pas fasciste. Je suis désolé, c'est pas fasciste. Pourquoi ? Alors, si vous voulez, il y avait des gens, en effet, parmi l'Action française, par premier chef, qui rêvaient de renverser la République, ça c'est sûr. Mais il y a eu
aucun plan concerté. On n'a rien trouvé qui tendait. Si vous voulez renverser un régime, il faut un plan d'action. C'est sûr. Vous occupez les pouvoirs publics, les bâtiments publics, les gares, la presse. Il y a eu des tas de commissions d'enquête, des journaux, des livres jusqu'au plafond. Rien de sérieux, rien d'organisé n'a été trouvé. Par ailleurs, pourquoi je dis que ce n'est pas fasciste ? D'abord parce que le fascisme, si vous voulez, la gauche de l'époque a été abusée, pour des raisons que je peux comprendre, par des analogies superficielles avec ce qui se passait en Italie avec la marche sur Rome et en Allemagne avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Donc, où là, il y avait des plans, clairement. Oui. Du côté de Mussolini, c'était un plan, et puis du côté d'Hitler, c'était en tout cas une stratégie. Et là, ils se sont dit, ça nous arrive à nous aussi. Mais c'est tout à fait spécieux, parce qu'en fait, c'est une erreur, disons. C'est une erreur d'interprétation, parce que ces coups de gueule et ces coups de sang, d'abord, la majorité... D'abord, il faut dire que quand même qu'il y a eu beaucoup de morts chez les émeutiers. Il y a eu beaucoup de morts. Il y en a eu un chez la police. Il y a une disproportion complète. Il n'y a eu quasiment pas de recours aux armes à feu chez les émeutiers. Ils étaient très violents, mais ils n'étaient pas armés, à une exception près. De l'autre côté, vous aviez des armes de pointe dans les mains dans les mains de la police. Donc on peut très bien soutenir que c'est une bavure. Le 6 février 1934, par l'ample. Il y a eu il y a eu 500 balles tirées, à peu près, d'après le bilan de la préfecture de police. 500 balles les policiers. Vous vous rendez compte ce que ça fait, 500 balles ? Et donc, il y a des raisons d'ordre technique. Et j'essaie de porter un regard clinique sur cette affaire. Il y a des raisons techniques qui expliquent l'ampleur du drame. Et je vais vous donner le nom de quelqu'un que vous n'attendez pas parmi les manifestants du 6 février. Allez-y. Léon Zitrone. Incroyable. Léon Zitrone. À ce moment-là, c'est un adolescent. Il est scandalisé par l'affaire Stavisky. Il fait partie des gens qui sont sur la place de la Concorde et qui crient à bas les voleurs. Alors, Guillaume. Ce n'est pas un émeutier, mais il est derrière les émeutiers et il paraît applaudir. Guillaume Perrault, c'est passionnant. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro, en charge des pages histoire. Vous signez Voyage dans l'histoire de France. Malheureusement, il ne nous reste que 3 minutes. Vous reviendrez parce qu'il y a trop de choses. On va conclure sur Pompidou. Mais avant, Aron. Il y a 2 lectures d'Aron. Alors vous en faites un professeur d'hygiène intellectuelle, selon la formule célèbre, je crois, de Alan Bloom. Alors, justement, est-ce qu'un Aron tiré vers la gauche, c'était mon pari, dans un livre que j'ai modestement consacré au sujet l'année dernière, est-ce que ça vous paraît valide ou est-ce que c'est une... entre guillemets, surlecture qui hypostase trop les années de formation, notamment en Allemagne, et ensuite les engagements aux côtés d'Alain, la social-démocratie, etc. Ou est-ce que dans son ADN, quelque part, pardon de parler comme ça, Aron est resté un homme de centre-gauche, finalement, que les raisons historiques, évidemment compréhensibles, ont rendu... on fait de lui, dont les raisons historiques aisément compréhensibles, on fait de lui un compagnon de route par la force des choses de la droite républicaine. Il est resté un homme de la Troisième République. Ouais. Il est né en 1905, donc il avait donc 20 ans dans les années 20, par définition. Est-ce qu'il est resté un homme de gauche ? Référons-nous à ce qu'il dit à ses mémoires, parce qu'il y a un énorme effort d'authenticité chez cet homme. Il se refuse... Vous m'autorisez à vous interrompre ? Oui, il dit dans ses mémoires, notamment, et ça c'est de gauche, il dit « J'ai toujours haï les gens qui font preuve d'un imaginaire de supériorité ». Je ne suis pas sûr que ça soit particulièrement de gauche. Vous êtes sûr ? Mais enfin, si vous voulez, je le concède. Mais il dit aussi l'anticommunisme qu'on me prête, je le revendique. Et je l'assume sans aucune gêne, j'abhorre le communisme autant que le nazisme. Il a écrit ça dans ses mémoires. La droite aujourd'hui va se reconstruire, on le voit très bien, et tous ceux qui nous disaient c'est le choix entre Macron et Marine se sont trompés. À l'évidence, c'est fini, on est en train de sortir de ça, l'année qui vient va être sans doute l'année de la sortie de cette bipolarité. Aron va jouer un rôle, je veux dire la lecture d'Aron va jouer un rôle dans la reconstruction d'une matrice républicaine et conservatrice ? Dans un scénario optimiste, oui, je souhaite beaucoup qu'on lise Aron parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ses livres ont très bien vieilli. Il nous parle certes de la guerre froide, d'épisodes qui peuvent paraître lointains parce qu'on se dit « oh, le monde a changé », mais il avait une façon de les traiter. Il s'interdisait de conclure par des préconisations concrètes. Et il s'efforçait de tirer des leçons d'ordre général et de poser des questions d'ordre général à l'occasion de l'actualité
qui font que son enseignement garde toute sa fraîcheur et tout son intérêt. Alors, dernière question, c'est passionnant, Guillaume Perrault, vous allez revenir. Voyage dans l'histoire de France, 15 grands récits de Louis XIV à nos jours aux éditions Tempus. Donc, ce sont des articles du Figaro que vous avez réécrits, remaniés, réélaborés. Dernière question. On se connaît bien. Il y a une trentaine d'années, vous étiez plutôt un lecteur de Revel. Vous avez évolué ? Non, j'ai évolué. J'ai bien sûr lu d'autres grands auteurs, mais je garde une sympathie, un intérêt, une considération pour Revel. Et il me semble que ces livres ont eux aussi bien vieilli. Merci beaucoup, cher Guillaume. Alexis. Merci beaucoup. Je ne saurais trop recommander les voyages dans l'histoire de France, 15 grands récits de Louis XIV à nos jours, donc aux éditions Tempus. On souhaite d'ailleurs à nos auditrices et à nos auditeurs, voilà, je crois qu'on le voit, voilà, on le voit à la caméra. Je souhaite d'excellentes fêtes de Shavuot, Chag Sameach, chers amis, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. En attendant, Shabbat Shalom. Merci, vous aussi.